Bonsoir, donc moi je suis algérienne, j'ai vécu en Algérie, puis je suis venue ici, je suis venue en France à partir des événements. Donc la situation du terrorisme, de l'intégrisme, je la connais un petit peu, je l'ai vécu, j'étais militante en Algérie. Pour ce qui concerne, je voudrais bien faire vraiment la distinction entre l'islam et l'islamisme. L'islam, c'est une religion qu'on peut adopter ou ne pas adopter. En islam, on peut être athée aussi, hein, même si c'est un peu moins admis que dans la religion chrétienne, mais on peut être athée également, donc c'est une religion, point. Mais l'islamisme, c'est une doctrine politique qui utilise l'islam à d'autres fins que des fins, à des fins purement religieuses. Donc c'est toute cette différence qu'il faut faire. Et cet islamisme a abouti à l'intégrisme, et l'intégrisme n'est rien d'autre que du fascisme. Il ne faut pas avoir peur des mots, l'intégrisme c'est du fascisme. Le fascisme c'est une théorie, c'est une idéologie qui fixe sur des éléments qui appartiennent à la société, soit le racisme, soit l'ethnicisme, soit autre chose. Dans l'intégrisme, on va fixer sur la religion. Et donc la religion c'est un terreau bien propice ici ou ailleurs, et ici particulièrement puisque nous sommes en plein dans la situation, et donc on va utiliser la religion pour fixer certaines terreurs, certaines peurs, et notamment diviser. Et la division, c'est l'essentiel de la situation économique. Nous sommes dans une période de crise, et nous savons que les fascismes se développent dans les périodes de crise. Et donc dans cette période de crise, nous avons bien évidemment trouvé le terreau favorable, c'est l'islamisme. Et c'est de ce point de vue-là qu'il faut voir la question, parce que jusqu'aux années 80, les musulmans qui vivaient en France vivaient leur islam normalement, et la société française et la société occidentale, et dans nos pays, même au Maghreb et dans les pays musulmans, nous ne connaissions pas ce problème. Moi j'ai vécu dans une Algérie où nous avions le droit de ne pas faire la prière, de ne pas faire le ramadan. Moi j'étais à l'université où les étudiants, durant le ramadan, il y avait ceux qui mangeaient et ceux qui ne mangeaient pas. Ceux qui faisaient le ramadan, ceux qui fumaient, prenaient leur bière, etc. C'était tout à fait normal. Subitement quelque chose a explosé, et c'est ce qui a été exporté jusque dans vos sociétés. Donc il faut vraiment faire la distinction et prendre l'intégrisme et l'islamisme et l'intégrisme comme étant un fascisme qui est à la merci, qui est utilisé par le capitalisme pour vraiment diviser la société, et on va fixer sur le musulman pour diviser dans le quartier, pour diviser dans l'usine. Dans l'usine, moi quand je suis arrivée en France, j'ai vu dans certaines usines, puisque je faisais des travaux universitaires, j'ai vu dans certaines usines où le patron disait aux musulmans: vous les musulmans, vous avez le droit d'aller faire votre prière. Donc ça crée forcément des divisions, puisque ceux qui ne sont pas musulmans étaient toujours sur la machine. Mais le musulman, lui, s'arrêtait pendant un quart d'heure, donc il se reposait pour aller faire la prière. Forcément, on crée des tensions. J'ai vu dans des mosquées dans la région grenobloise où j'habitais, où les musulmans venaient faire la prière, et ils faisaient la salle de prière était étroite, donc ceux qui étaient dedans, ils faisaient la prière dedans, et les autres étaient sur le trottoir, ils faisaient la prière sur le trottoir. Donc ils annexaient le trottoir, donc le trottoir qui appartient à la société, qui appartient à la citoyenneté, aux citoyens, et il était annexé par les musulmans. Donc on commençait à empiéter, et puis on est arrivé au foulard, etc. Et la situation telle qu'on la connaît aujourd'hui. Donc c'est tout ça, il faut avoir vraiment à l'esprit que c'est un élément politique vu par des situations politiques et économiques, et qu'il faut donc résoudre par des éléments économiques. La seule solution pour résoudre tout ça, c'est étouffer la crise, c'est donc résoudre la crise. Et une fois que la crise est résolue, on verra tous que tout ça va s'évaporer, comme se sont évaporées les crises par rapport donc à ce qui s'est passé dans le passé. Pour ce qui concerne l'endoctrinement, effectivement, moi je l'ai vécu en Algérie, c'est dans les mosquées, les jeunes, les adolescents qu'on embrigade dans les mosquées, et dans les écoles aussi. Alors dans les écoles, le travail a été fait d'une manière qui a d'ailleurs terrorisé et complètement détruit l'école algérienne. Voilà le petit témoignage que je pouvais faire. Peut-être essayer de faire des commentaires sur des commentaires, c'est ça, peut-être.
D'abord, je commence par le jeune communiste, c'est toujours là, il est parti. Il part alors. Juste en quelques mots, d'abord, je vous prie de ne pas partir. Vous avez dit que vous avez cherché à cerner, déceler la responsabilité de la France dans les événements terroristes comme ceux de Charlie Hebdo et de Bataclan et Nice. Je crois que oui, c'est possible. Là, c'est possible qu'il y ait une responsabilité quelque part. Mais à ma connaissance, que cette idéologie, et vous avez raison de l'appeler idéologie, et madame, vous avez raison de l'appeler fascisante, elle est dans tout le monde musulman et elle le dépasse pour toucher là où il y a des minorités importantes comme en France. Ce n'est pas le propre de la France et de sa mauvaise politique. Elle n'est pas parfaite. L'intégration est un échec. Et on dirait que la valeur de la laïcité est devenue has-been. Peut-être, je ne sais pas. Mais en tout cas, à ma connaissance, ce n'est pas spécifiquement français ou spécifiquement lié à l'islam en France ou à l'islam de France. Mais c'est un malaise, c'est une crise qui frappe la pensée musulmane et qui engendre cette crispation. L'origine. Vous avez parlé madame, vous avez parlé de l'islamisme, donc l'islam politique. Il y a deux choses, et c'est trop compliqué. Il y a l'islam politique, ça c'est une invention en Égypte, c'est une invention. Après la chute, l'abolition du califat par Mustafa Kemal Atatürk, c'est une invention en Égypte par les frères musulmans. C'est se regrouper en forme de corporation, mi-politique, mi-militaire, pour conquérir le pouvoir temporel. C'est les frères musulmans d'Égypte avec Hassan Benna, le grand-père maternel de certains vedettes, de temps en temps, il passe par ici. Bon, Suisse. Mais le salafisme, c'est autre chose. Bien sûr, ils se croisent. L'un peut être le relais de l'autre. On peut trouver un salafiste qui forme un parti politique, comme on peut trouver un salafiste qui voit la formation des partis politiques comme une mécréance. C'est une invention post-prophétique ou post-coranique, post-scripturaire, c'est avant la clôture du texte. Le salafisme, ou le wahhabisme, ou le néo-hambalisme, c'est originaire de l'Arabie saoudite. C'est avec la réussite politique de la famille saoud et l'explosion de la richesse pétrodollar qui a tout d'un coup propagé, surtout après la révolution iranienne. L'Arabie saoudite a voulu faire face à l'exportation de la révolution chiite, entre guillemets. Donc elle a lâché les prédicateurs pour propager le wahhabisme qui est le salafisme. Je ne crois pas, là je dis juste un mot pour celle qui a dit qu'elle a vu que c'est un peu, ça dénigre ou ça discrimine. Franchement, je ne crois pas. Au contraire, ça existe. Et ça, il y a pire. Et ça existe réellement. Ça existe. Et ce n'est pas spirituel. Ce n'est pas une éthique musulmane. Ce n'est pas religieux. C'est appartenance magique, mythique, à un groupe défini ethniquement et historiquement lié à un fixisme historique. Ça existe. Et comment je le définis? Je le définis par celui qui n'est pas occidental. Donc c'est le rejet de l'Occident. Puisque la mondialisation est confondue avec
l'ordre occidental, occidentalisation. Donc si je veux être moi dans ce monde mondialisé et globalisé, si je veux être moi et fidèle à moi-même, je ne dois pas ressembler à l'occidental. Donc je cherche dans mes spécificités les plus reculées, voire les plus archaïques, les plus incompris et les plus irrationnels. Et même si ça ne se comprend pas, eh ben je ferai tout pour que ça devienne acceptable. Le propre de la pratique religieuse, normalement, c'est la discrétion, c'est l'humilité. Le propre de la revendication identitaire, c'est le défi, c'est l'étendard, c'est l'entrisme. Ça n'a rien de religieux, ça n'a rien d'éthique. L'éthique, c'est une émanation spontanée d'une conscience libre, pas plus. Vous avez dit, madame, parce que j'ai aimé... vous voyez que les Algériennes savent analyser le problème. Vous avez dit que l'islam c'est une chose et l'islamisme est une autre. Oui, parce que l'islam seul, en tant que concept, ne s'exprime pas tout seul. On a besoin d'une lecture, on passe par une lecture. Forcément, on passe par une lecture, par une interprétation. Le texte tout seul ne prend pas de micro, il ne fait pas une causerie. Le texte, il passe par une interprétation, une intelligence qui essaye de l'interpréter. Cette intelligence, elle est relative. Elle est imprégnée par son cadre culturel. Voilà. Donc elle peut être ancienne comme elle peut être nouvelle. Il y avait le rêve d'une réforme à l'intérieur, d'une modernisation, pas de l'islam, mais de cette interprétation. C'est-à-dire relire les mêmes textes, à travers les exigences de celui qui veut s'épanouir dans une société plurielle, ouverte, fraternelle, équitable. Est-ce que c'est possible? C'était un défi. Parce que toute la production de la théologie musulmane a été faite pour un islam majoritaire, souverain, chez lui, et qui protège les minorités. Donc cette théologie, elle est applicable là même là où il y a la minorité. Donc c'est pas normal. Il nous faut une théologie de la minorité parmi les minorités et qui cohabite avec d'autres vérités. C'est ça ce qu'il nous faut. J'avais rêvé avec beaucoup d'autres, et je rends hommage à la mémoire de Melk Chebel qui vient de décéder il y a 3 jours, je crois, qui avec beaucoup de courage et beaucoup de tact pédagogique a essayé de vulgariser ce genre de pensée. Bon, est-ce qu'on a échoué? Franchement, je ne sais pas. Est-ce que la société occidentale, plurielle, je ne parle pas de chrétienne ou... Non, plurielle, ce pluralisme offert par les libertés fondamentales, est-ce qu'elle n'est pas suffisamment immunisée? Je ne sais pas non plus. Ce que je sais, que c'est une vague, j'espère comme toutes les vagues, fait des pics et puis repart. Voilà. Merci beaucoup. En fait, moi je voudrais revenir sur un aspect qu'on n'a pas évoqué un peu ce soir, c'est là on parle beaucoup des conséquences, mais on ne parle pas des causes qui nous ont amené les attentats du 13 novembre et ceux de Charlie avant. C'est que pour avoir ces attentats-là, il a fallu avoir des conflits à l'extérieur. Ils ne seront jamais passés s'il n'y a pas eu de conflit extérieur. La Libye, la Syrie, l'Irak. Donc pour arriver déjà, je ne vais pas parler d'idéologie, il y a des spécialistes, hein, donc je vais laisser ça. Donc pour arriver à embrigader des jeunes comme ça à ce niveau-là, au niveau militaire, à arriver à ce degré-là, il faut les avoir sous la main. Moi je suis passé par le camp d'entraînement, donc je sais exactement comment ça se passe. Et il faut les responsabiliser, dans du sens leur mettre une sorte de chape sur la tête en leur disant ils ne sont pas tenus, il n'y a rien qui les retient. On va juste leur dire que tu as une mission, et si tu ne la fais pas, je ne peux rien te faire, mais tu rendras des comptes sur tout ce qu'on a usé pour toi. Donc c'est un travail qui se fait de longue haleine. Et le lien qu'il y avait entre tous ces jeunes du 13 novembre, il y a un lien majeur, c'était la prison. Surtout se passait par la prison. Non. Non. Celui qui venait de Choupaou, là.
Donc la plupart des francophones, on va pas parler des Syriens, les Belges ils étaient en prison. Non. Continue. La plupart. Donc il y a ça, les attentats de Charlie, c'est pareil, c'est la prison. Et moi j'étais en prison ici en France. Donc il y a pas. Ce qui se passe en prison, c'est qu'il y a des jeunes qui rentrent pour des affaires de droit commun. Et il n'y a pas un prosélytisme qui se fait, c'est eux-mêmes qui vont chercher ça. Ils se disent, bon, on a fait des erreurs, on essaie de se racheter, mais c'est qu'en prison, ils tombent sur les mauvaises personnes. Ils tapent à la mauvaise porte. Donc à partir de là, ils vont commencer à entrer dans un engrenage. Et ça, c'est des choses que j'ai vécues, que j'ai vues. Donc ça me ramène ici à quoi? Par exemple, on prend Vénitieux. Le souci qu'on a avec les jeunes, c'est qu'ils sortent de l'école, ils ne comprennent pas les choses. Ils ne comprennent pas. Quand on va parler avec un jeune, il va se braquer. Je caricature, hein, mais on va parler avec lui, il ne va pas comprendre ce qu'on lui dit. Et le fait qu'il ne comprend pas ce qu'on lui dit, il va se renfermer sur lui-même. Tout ça, c'est propice à ce discours-là. Dès qu'on lui met une vidéo avec ce qu'il comprend, lui, tous les codes qu'ils comprennent eux, en vidéo, les codes d'Internet, les codes de tous les jeux vidéo qu'ils mettent, ben, eux, ils l'ont compris, Daesh et tous ces groupes. Ils savent comment leur parler. Ils savent en leur mettant un verset du Coran, une anachide, comme on voyait dans le film. On va susciter l'émotion chez les jeunes, on va leur mettre plein d'injustices. C'est sur ça qu'on va les toucher. C'est sur les injustices. On va dire que vous n'avez pas votre place ici, et que là, vous serez quelqu'un. Parce que vous passez du statut de rien à quelqu'un d'important. Parce que là-bas, on vous donne des responsabilités. Vous avez le droit de vie ou de mort sur quelqu'un. C'est quelque chose d'énorme. C'est-à-dire que la personne qui va là-bas, en revenant ici, c'est fini, c'est une autre personne. Moi, je suis parti d'Afghanistan, il n'y avait pas la guerre encore. Je suis arrivé à la fin de la guerre, on est sorti à la fin de la guerre. Mais dans un théâtre d'opération, dès qu'on vous amène, voilà, tu dois faire tes preuves, tu vas tuer quelqu'un. Et une fois que c'est fait, c'est fini. Vous n'êtes plus la même personne. Et tout ça, avec tous ces conflits, ces vidéos qui sont balancées par milliers sur Internet, tout le monde les a vues. Ici, tous les jeunes les ont vus. On était toujours. Moi, je ne pouvais pas les voir, parce que moi, si je vois cette vidéo-là, mon nom il remonte. Donc, je m'interdis de les voir. Mais dès que les jeunes ils les voient, ils m'expliquent il y a ça, il y a ça. C'est compliqué parce qu'ils mélangent. Ils disaient. Ils mélangent des versets du Coran avec des hadiths, des choses où quelqu'un qui n'est pas calibré pour ça, qui n'a pas de culture musulmane, qui n'a pas été en. Ben, il prend ça pour argent comptant. C'est ça la vérité. Eux, ils ont raison, les autres, ils ont tort. En plus, en ce moment, avec l'ambiance politique à ce moment, donc voilà, ça aide pas, ça va pas aider. Et remercier tous les participants, remercier tous les invités. Il me semble qu'on voulait faire une soirée où on puisse se parler. Il y a des questions politiques. Vous avez vu peut-être le journal des communistes de Vénitieux. On avait une page sur les questions internationales, qu'on repris plusieurs. On avait une page sur la question du vivre ensemble, du logement, de la mixité. Puis on avait une page sur les femmes. Donc il y a plein de sujets, mais on voulait aussi un débat. Et je pense qu'on l'a eu, où on essaye de trouver les mots pour se parler franchement et pour essayer de ne pas être dans le clivage trop rapide sur les mots qui font choc. J'ai noté ce que vous avez dit sur l'islamophobie, par exemple. On va dire, dès qu'on dit quelque chose, souvent on a des réactions aussi émotives, parce que face à ce qu'on voit aux crimes, aux horreurs, puis face à ce qu'on voit aussi de la pression qui est mise, à la fois de la pression dans les médias, dans la télé, des horreurs qu'on voit, etc., de ce que tu disais sur un gouvernement qui se félicite qu'il y ait des gens qui font du bon boulot en Syrie, on voit des choses, et donc on peut avoir des réactions parfois où on ne prend pas les bons mots, et où on ne se comprend pas quand on se parle, même entre nous d'ailleurs, et ça c'est un vrai sujet, parce que c'est un sujet sur lequel en gros tout le monde peut s'engueuler. Et donc potentiellement où ceux qui veulent nous diviser peuvent gagner facilement. Parce qu'on n'arrive pas à se tendre la main, on n'arrive pas à dépasser la vie instinctive qu'a chacun quelque part, hein, des fois. Et donc on a besoin de moments de débat, et avec des débats où c'est pas fini, on a bien compris, il y a des questions religieuses, il y a des questions politiques, on pourrait dire non, c'est pas un problème de religion, c'est un problème de politique. En même temps, ceux qui attirent les jeunes dans les vidéos, ils mettent tout le temps de la religion. Donc c'est pas simple. On peut dire c'est pas le problème de la France. Vous n'avez pas totalement tort, hein, parce que quand même, c'est une question mondiale. Et en même temps, nous, on est bien obligés de se poser la question quand même de pourquoi c'est comme ça en France.
Pourquoi ça marche en France? Pourquoi il n'y a pas de... La France, c'était aussi une histoire de la République, de la laïcité. Et pour les communistes aussi, la France, c'est celle de Ferrat, c'est celle que chante Ferrat. Donc c'est une France qui ouvre un espoir. En fait, on se rend bien compte que malheureusement, pour beaucoup de jeunes qui refusent la société telle qu'ils la voient, eh ben, en fait, ils n'ont pas cet espoir-là que portaient les communistes, quoi. Et c'est cette idée que peut-être... Et donc il y a aussi une question peut-être, en tout cas pour nous, quoi. Il y a une question française qui est posée. Bien sûr que c'est une question mondiale, mais il y a aussi une question française. Donc tout ça, c'est un débat qu'il faut qu'on poursuive, parce que vraiment, c'était ce qu'a dit Serge dans l'introduction, on a vraiment besoin d'unir les gens dans notre ville, et comme ailleurs, parce que devant les coups qu'on se prend, et devant ce qui peut nous tomber dessus dans les années qui viennent, dans une société qui est profondément en crise, et dans lequel finalement, il n'y a que la violence qui permettent de maintenir les richesses, quoi, hein. Ceux qui détiennent les parts de la richesse, fondamentalement aujourd'hui, ne peuvent plus supporter la démocratie. Et donc ça, c'est un vrai défi. Et si nous, au niveau de notre ville, on peut arriver à tisser des liens de solidarité, de fraternité, pour se parler franchement de la religion et de la politique, eh ben, probablement qu'on sera plus fort, en tout cas, pour se tenir droit dans cette situation difficile. Voilà, donc merci vraiment à tous. Et donc, on avait prévu de vous lire le message du maire de Saint-Étienne-du-Rouvray, mais il nous a envoyé un texte de 4 pages. Et donc, ce que je vous propose, c'est qu'on le publie sur le site de la section du PCF avec le compte-rendu qu'on fera de cette soirée, ce qui permettra, et on lui transmettra un mot de remerciement quand même pour le fait qu'il nous a envoyé ce texte. Merci encore à tous nos invités. Et bonsoir à tous.